Bien, bonjour à tous, donc vidéo de correction de l'étude de cas sur l'immigration. Je viens de la faire mais j'ai eu un petit souci technique. J'ai parlé pendant une petite demi-heure pour rien. Forcément je suis un petit peu agacé, mais enfin c'est comme ça, c'est de ma faute. J'espère que vous allez mettre à profit donc cette correction. Je vous informe que ce sera la dernière vidéo YouTube que je vais faire. Pour l'histoire, on passera sur de la visioconférence. Je vous donnerai d'abord les cours à intégrer et ensuite vous aurez donc les cours en visioconférence. On va attaquer donc l'étude de cas que vous allez retrouver à la page 400, je suis en train de zoomer, 408 a priori, c'est ça. Je vous lis l'introduction. Si mon PC veut bien y aller. C'est parti. La mer Méditerranée, un bassin migratoire majeur. Longtemps vu comme une terre d'émigration, l'Europe est devenue l'une des principales régions d'immigration au monde. Immigration, ça veut dire que la population part, donc elle quitte un territoire pour aller vers d'autres. En l'occurrence, l'Europe, donc au XIXe siècle, est une terre d'émigration puisque vous avez les Irlandais, les Anglais, les Allemands, les Italiens, qui partent notamment vers les pays neufs, que sont les États-Unis, le Canada, l'Australie par exemple. On continue. La complémentarité entre les deux, et donc d'immigration à l'inverse, on reçoit des gens. La complémentarité entre les deux rives de la Méditerranée est aujourd'hui entravée par des politiques migratoires visant à durcir les frontières de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, face au phénomène de migration, vous avez des frontières qui se ferment. Problématique, pourquoi et comment le bassin méditerranéen s'est-il affirmé comme le premier pôle migratoire mondial? Voilà donc pour l'introduction. Bon, ma vidéo continue à fonctionner, c'est formidable. Petite présentation générale, puisque le document 4, on ne vous demande pas de l'utiliser dans les questions, mais on en a quand même besoin pour pouvoir comprendre les choses. Donc vous observez qu'en Europe, vous avez un dispositif qui a été mis en place pour surveiller la frontière de la rive sud de l'Union européenne. Ce dispositif, c'est ce qu'on appelle Frontex. C'est l'agence européenne de surveillance des espaces, des frontières, de l'espace Schengen. Et donc ce dispositif Frontex est présent avec des patrouilles maritimes en mer Méditerranée. Vous avez également des camps qui sont mis en place pour accueillir les migrants qui font des demandes de statut de réfugiés politiques. C'est les petits losanges violets que vous allez avoir. Bien, vous avez des zones où vous allez avoir la construction de murs, on en reparlera, murs ou barrages clôturés, vous en avez par exemple en Hongrie, ou à la frontière entre la Turquie, la Bulgarie et la Grèce par exemple, ou dans les petites enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, que vous observez ici. Vous observez également donc que malgré tous les dispositifs qui sont mis en place, les gens continuent à passer et que malheureusement vous avez des morts tous les ans en Méditerranée puisque les migrants montent sur des canaux qui ne sont pas suffisamment résistants pour pouvoir faire face au courant, à la mer en particulier en cas de mauvais temps. Et donc par exemple en 2018, vous observez qu'au large de la Libye et de la Tunisie, vous avez eu 1306 morts. Voilà donc pour le cadrage général. Question 1. Relever les facteurs qui peuvent être à l'origine de flux migratoires d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Le document 1, vous observez Alep en 2016, après 4 ans de combat, donc vous êtes dans le cadre de la guerre en Syrie. Donc cette guerre, elle va se déclencher à peu près en 2011, à l'époque où vous allez avoir des révoltes de population pour pouvoir... Désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Pause. Bien, donc reprise, j'étais en train de vous parler de la guerre en Syrie, je vais reprendre le document, ça va peut-être faire répétition, désolé. J'ai déjà recommencé la vidéo une fois, je ne vais pas recommencer encore une deuxième fois. Donc une guerre en Syrie qui se déclenche avec le printemps arabe, où vous avez des dictateurs qui vont chuter après la révolte de population en Tunisie, en Égypte. Par contre en Syrie, donc Bachar el-Assad va se maintenir, il va être soutenu par les Russes, et vous allez donc avoir une guerre qui va durer, elle n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Et vous avez de ce fait-là donc des populations civiles qui vont quitter la Syrie, tout comme l'Irak, puisque cette zone va être particulièrement instable pendant toute cette période, et va essayer de venir se réfugier en Europe, en France, en Allemagne notamment.
Sur le question 2, sur le document 2, donc on vous parle de la sécheresse au Sahel, donc vous avez avec le réchauffement climatique la hausse des températures. Et de ce fait, vous avez notamment le niveau du lac Tchad qui a tendance à diminuer, ce qui pourrait poser problème aux personnes qui vivent sur ces rives. Donc le phénomène de réchauffement climatique, la sécheresse, est également une cause de migration. Enfin, dernier aspect, donc le document 3, vous avez un graphique qui vous présente le PIB par habitant. Donc le PIB, je vous rappelle que c'est la richesse du pays, vous le divisez par le nombre d'habitants et vous avez le PIB par habitant. Et on vous dit PPA, donc vous avez un lissage qui est fait en fonction du pouvoir d'achat des gens, avec l'argent qu'ils ont dans leur pays, ce que ça leur permet d'avoir. Voilà. Donc la pauvreté est également une des causes de flux migratoires. Question 2, évaluer le différentiel de richesse entre les rives de la Méditerranée, en quoi est-ce un moteur de migration. Donc, par rapport à ce différentiel, vous observez une rupture entre les trois premiers pays, Allemagne, Royaume-Uni, France, qui appartiennent à la rive nord de la mer Méditerranée, donc des puissances économiques importantes de l'Union européenne, avec la Tunisie, qui est le pays le plus riche ici des pays de la rive sud, une Tunisie qui est à peu près 11 000, 12 000 dollars par habitant en 2017, alors que la France est plutôt 42, 43. Et donc, vous observez en proportion un pays en Tunisie où la population est 4 fois moins riche que la population française. Néanmoins, au Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Algérie, les choses, ou même au Nigeria, qui est un pays pétrolier, les choses sont un peu meilleures que ce qui se passe ailleurs sur le continent africain, puisque vous observez que les pays d'Afrique noire, comme le Niger, sont davantage proches des 1000 dollars par habitant et par an en 2017. Donc voilà pour la différence de richesse. La pauvreté, donc le manque de perspective font que vous avez de ce fait-là donc des migrations des pays du sud vers les pays du nord. Il faut noter que c'est bien souvent la classe moyenne qui quitte ces pays puisque le coût du voyage est relativement important, on le verra dans le document 5 ensuite. Question 3, justement, quelles sont les difficultés rencontrées par Kouamé aux différentes étapes du parcours. Donc vous observez que Kouamé va d'abord être emprisonné à la frontière avec le Niger, où ils vont être donc entassés par plusieurs centaines de personnes dans des conditions d'insalubrité flagrantes. On peut voir aussi la difficulté qui est liée au prix du voyage pour pouvoir faire en sorte de passer avec des passeurs qui arnaquent les gens, qui les violentent. Parfois vous avez des femmes qui malheureusement sont violées aussi dans les camps de réfugiés, donc vous avez des milieux mafieux qui profitent de la misère humaine pour gagner de l'argent. Et enfin donc la difficulté elle-même de la traversée qui est longue. Bon, ici dans le cas de Kouamé il est secouru à 19h après être parti à 5h du matin, alors que les passeurs leur disent que la traversée va durer simplement 45 minutes. Et vous observez que durant cette traversée, vous avez des personnes qui meurent. Voilà donc pour les difficultés rencontrées par Kouamé. Ensuite, question 4, du régional au mondial, donc des rives dans lesquelles vous avez des inégalités entre le nord et le sud. Vous avez le golfe du Mexique avec d'un côté la Floride, le Texas qui sont les États appartenant aux États-Unis, donc la première puissance économique mondiale. Et au sud, vous allez avoir par exemple Saint-Domingue, Haïti, Cuba, les pays d'Amérique latine, qui sont au niveau de développement beaucoup plus faible. Vous avez également en Océanie des personnes qui peuvent être tentées de rejoindre l'Australie ou la Nouvelle-Zélande en provenance d'Indonésie, de Malaisie par exemple. Voilà pour la question 4. Question 5. Quelles sont les conséquences des migrations pour les pays de départ? Vous observez le document 6, on vous parle de transferts financiers, on vous parle de remises dans ce graphique. Les remises étant les transferts d'argent réalisés par les immigrants dans leur pays d'origine. Donc une des conséquences, c'est le fait que les pays de départ reçoivent ensuite de l'argent par les gens qui sont partis à l'étranger et qui travaillent. Ça va être le cas, par exemple, des Égyptiens qui vont travailler notamment dans les pays pétroliers du Golfe ou en Angleterre ou aux États-Unis. Les remises en millions de dollars en Égypte sont supérieures à 15 millions, on va être plutôt précis. 17 millions en 2017. Donc ça c'est plutôt positif. Vous avez également des conséquences négatives, c'est ce que vous observez sur le document 7.
Cette fois-ci, vous avez la fuite des cerveaux. Alors pourquoi les cerveaux? Tout simplement parce que ça va être les personnes qui sont les plus qualifiées dans leur pays, qui ont fait le plus d'études, qui ne vont pas avoir de perspective d'avenir dans leur pays d'origine, et qui vont donc aller chercher du travail à l'étranger. Ça va être particulièrement vrai, par exemple, pour les médecins, qui vont aller se faire embaucher dans les pays du Nord, parce que tout simplement, ils sont mieux payés. On a l'exemple ici des médecins qui font leurs études dans les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, et qui ensuite rejoignent la France, ce qui permet d'ailleurs à notre secteur hospitalier de tourner, puisque ces personnes comblent les postes qui ne sont pas pourvus par les médecins français à cause du numerus clausus, et en plus de ça, ils sont payés moins cher. Donc voilà, c'est on va dire une situation qui profite à la France et qui malheureusement ne profite pas au pays du Maghreb, puisqu'ils payent la formation, mais ensuite ils ne gardent pas leurs propres médecins qu'ils ont formés. Voilà pour les conséquences. Ensuite, question 6, justifier le titre du document. On vous dit que la Tunisie est un pays en pleine transition migratoire. Alors le document comme la question sont pas véritablement très bien terribles. On peut parler de transition migratoire parce que le document insinue que la Tunisie est devenue un pays d'accueil. Moi je le considère plutôt comme un pays de transit, puisque les personnes qui restent un peu plus longtemps, comme ça vous est dit dans le document, en général elles sont là pour gagner de l'argent, mais elles ne cherchent pas à rester en Tunisie, même si elles y passent un peu plus de temps, ensuite elles cherchent à repartir, une fois qu'elles ont suffisamment d'argent pour pouvoir retraverser et rejoindre l'Europe. Donc voilà, après en plus, donc ça représente pas forcément un nombre important de personnes, on vous dit que ça a augmenté de 66%, mais vous avez donc à peu près 20 000 personnes qui sont là et qui, a priori, d'après ce document, passent un peu plus de temps. C'est véritablement très peu par rapport à la population tunisienne. Voilà pour la question 6. Question 7. Alors, quels sont les acteurs impliqués dans la crise migratoire? On vous demande de regarder le document 10. Donc là, ça va vous faire référence à des régions, puisqu'on a l'exemple de la Sicile, où vous avez donc des réfugiés qui vont faire revivre des villages siciliens de l'intérieur de l'île, du pays. Voilà, donc les régions sont des acteurs. Ça va être le cas, par exemple, aussi de l'île de Lampedusa pour l'Italie. Mais vous avez aussi les États qui sont des acteurs, Espagne, Italie, Grèce, Malte. Voilà. Vous avez également dans le document 11 un texte qui vous montre les migrants à bord de l'Aquarius. Donc l'Aquarius étant un navire de l'ONG française SOS Méditerranée. Donc vous allez avoir à l'époque, en 2018, toute une polémique sur le fait que les migrants qui avaient été secourus en mer, personne ne voulait les accueillir. Aujourd'hui, l'Aquarius, c'est d'ailleurs donc l'objet du documentaire que je vous ai demandé de regarder via Pronote, même si on le trouve plus facilement sur Internet. Et donc vous avez aujourd'hui cet Aquarius qui ne fonctionne plus à cause de la crise du Covid-19, mais qui a sauvé des milliers de vies en Méditerranée. Voilà, donc les ONG, les organisations non gouvernementales, sont également des acteurs importants. Question 8. Pourquoi l'accueil des migrants représente-t-il un défi pour l'Europe? Alors, vous avez un défi à plusieurs titres. Vous avez d'abord un défi en termes de droits de l'homme, puisque l'Europe est censée être une terre d'accueil pour les réfugiés politiques. Ça fait partie des conventions de la Convention internationale des droits de l'homme. Dans les démocraties, toute personne qui demande l'asile politique doit se voir, au moins voir son cas traité et la recevoir si elle est en danger de mort. Donc vous avez cet enjeu-là qui est important, mais par rapport au fait que vous pourriez avoir des migrations de masse qui pourraient arriver, vous avez des dirigeants politiques qui veulent éviter justement une certaine forme d'appel d'air et qui de ce fait-là donc on va dire, ne facilite pas justement l'obtention de ce statut de réfugié politique et font tout pour que la traversée de la frontière vers l'Europe soit difficile. D'accord? Alors c'est lié au contexte politique, puisque dans les pays européens, vous avez des situations économiques qui sont quand même fragiles, notamment dans les pays d'Europe du Sud depuis la crise de 2008, et puis aussi une extrême droite qui est relativement puissante, ça va être le cas en France ou dans les pays d'Europe centrale par exemple. Les enjeux donc de ce fait-là, document par document, pour le document 9, ça va être justement le fait de bunkériser véritablement les frontières pour empêcher l'immigration. Vous observez ici le cas de Melilla, on l'a vu sur la carte du document 4, où on met des barrières pour éviter que les personnes ne puissent passer. Vous avez également l'enjeu de l'intégration avec le document 10, où vous pouvez avoir des personnes qui vont permettre de faire revivre des villages qui étaient en désertification, ou alors dans le cas de l'Allemagne, qui va accueillir à peu près 1 million de réfugiés, ça va lui permettre d'avoir de la main-d'œuvre pour faire tourner son économie, puisqu'on l'avait vu dans un chapitre précédent, l'Allemagne a une population qui vieillit, et donc le fait d'avoir des migrants qui arrivent lui a plutôt rendu service d'un point de vue économique.
Enfin, dans le document 11, vous avez les enjeux politiques, et vous le voyez notamment ici avec la volonté de ne pas accueillir le navire de SOS Méditerranée, avec notamment donc des mouvements populistes d'extrême droite qui sont de plus en plus puissants. Voilà pour les enjeux. Question 9. Du local au régional, vous êtes responsable du flash géopolitique de la radio de votre lycée. Expliquez en une minute comment l'immigration transforme les territoires de départ et d'accueil. Alors, pour la transformation des territoires de départ, vous avez d'un point de vue négatif le départ des main-d'œuvre, de la main-d'œuvre la plus qualifiée, des cerveaux qui posent un problème à l'économie, font perdre de l'argent puisque ces personnes sont formées dans le pays et ensuite quittent le pays. Mais à l'inverse, vous avez également quand même du positif puisque les personnes qui ont quitté le pays parfois renvoient de l'argent chez eux à leur famille. Donc c'est ce qu'on appelle les remises, ce qui peut permettre aussi de faire vivre certains territoires. Ça va être particulièrement le cas, par exemple, dans certaines communes du Mali. Vous avez les Maliens qui sont une diaspora relativement importante en France, par exemple. Pour les pays d'accueil, Europe, Union européenne, vous avez une transformation aussi, puisque vous avez des territoires qui se bunkérisent, on l'a vu sur le document 4, avec des barrières qui sont construites pour empêcher justement les flux de migrants. Ça va être le cas en Hongrie, par exemple, mais également entre la Turquie, la Grèce et la Bulgarie. Et puis vous avez aussi une transformation du paysage politique, puisque vous avez une montée de l'extrême droite en Europe depuis, ça date pas de 2015, mais en tout cas, on va dire qu'avec la crise des réfugiés, ça a eu tendance à monter. Et vous avez pour autant des effectifs de migrants qui sont véritablement très limités. Quelques centaines de milliers, je serais même tenté de dire quelques dizaines de milliers par an par rapport à la population de l'Union européenne. Ça représente vraiment très très peu de gens. Voilà donc par rapport à la question 9 et à la transformation des territoires de départ et d'accueil. Dernière question. Citez des exemples de pays dont le développement est dépendant des transferts financiers. On vous demande d'aller voir la carte page 418. Alors, en termes de remise, vous avez des pays pour lesquels la masse en millions de dollars est particulièrement importante. Ça va être le cas de l'Inde ou du Mexique, par exemple. Les Indiens étant présents notamment dans les pays pétroliers pour les main-d'œuvre les moins qualifiées, ou aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les Mexicains sont présents aux États-Unis. Donc vous avez des volumes importants, mais par contre, en pourcentage du PIB, vous observez que c'est beaucoup plus faible que certains pays comme le Bangladesh ou la Moldavie, qui sont les pays les plus pauvres de la planète. Et là, par contre, les remises représentent une part importante de leur PIB. Ça leur permet véritablement d'avoir une source d'argent en provenance de l'extérieur. Donc, par rapport à la question, les pays les plus dépendants, on peut le voir en deux temps. Les pays les plus dépendants, ce sera les pays les plus pauvres, où vous avez la part de la richesse nationale qui est liée aux remises qui va être la plus forte, comme la Moldavie ou le Bangladesh. Mais vous avez aussi en masse d'argent certains pays qui profitent beaucoup des remises, comme l'Inde ou le Mexique. Voilà, merci à tous. J'ai été un petit peu plus rapide que la première fois, je suis désolé, mais j'ai passé pas mal de temps sur la première fois. Donc pour maintenant, vous prenez le cours comme d'habitude, et pour l'histoire. Donc je vais vous envoyer ça sur l'ENT, sur le serveur Quartz, je vais vous expliquer. Et on fera ensuite des visioconférences pour pouvoir voir ensemble les PowerPoint. Merci.